Au sommaire de cette édition, crise post-électorale au Gabon, les acteurs politiques camerounais se prononcent sur l'ingérence des pays européens, notamment celle de la France. Au Burundi, le président d'un parti d'opposition a été arrêté ce mercredi pour atteinte à la sûreté de l'État. Une arrestation que condamne l'opposition qui demande sa libération. Enfin, au Soudan, Amnesty International accuse les forces gouvernementales d'avoir procédé cette année à plusieurs attaques chimiques. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonjour. Démarrons par le Burundi où Gervais Niongabo, le président d'un parti d'opposition, a été arrêté ce mercredi pour atteinte à la sûreté de l'État. Il est détenu à Bujumbura par le service national de renseignement. Ce service est accusé par de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme de recourir à la torture contre des opposants. Dans un communiqué, une coalition représentant plusieurs partis d'opposition burundais a condamné cette arrestation et a demandé la libération immédiate de Gervais Niongabo. Elle affirme par ailleurs que l'accusation d'atteinte à la sûreté de l'État est un alibi du gouvernement pour arrêter et éliminer tout opposant. Depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé en avril 2015 sa candidature à un troisième mandat, le Burundi traverse une grave crise caractérisée par des violences et de nombreux cas de torture. Au Gabon, Emmanuel Isosé Ngondé, le nouveau Premier ministre nommé au lendemain de l'investiture du président Ali Bongo, a annoncé ce jeudi que la composition de son gouvernement d'ouverture serait connue dimanche prochain. Ceci tout en lançant de nouvelles piques envers l'opposant Jean Ping qui ne reconnaît pas la victoire d'Ali Bongo au Ndimba. Jusque-là, ministre des Affaires étrangères, Isosé Ngondé a été nommé Premier ministre ce mercredi soir, en remplacement de Daniel Ona Ando. Sa nomination intervient au lendemain de la prestation de serment d'Ali Bongo, 57 ans pour un second septennat. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, le nouveau Premier ministre a annoncé que la composition du nouveau gouvernement sera rendue publique le dimanche 2 octobre. La composition du nouveau gouvernement, sera rendue publique le dimanche 2 octobre. C'est un gouvernement d'ouverture, largement ouvert aux forces vives de la nation. Les tractations qui se poursuivent vont dans ce sens. Interrogé au sujet de l'opposant Jean Ping, qui refuse catégoriquement de reconnaître la victoire de son rival Ali Bongo et rejette la main tendue du pouvoir en faveur du dialogue, le Premier ministre ironise. Il est chef de quel parti? Mais vous pensez que le seul élément qu'il faut prendre en compte dans la considération qu'on donne aux hommes politiques, c'est juste la participation à une campagne présidentielle. Pour sa part, Jean Ping a annoncé sur son compte Twitter qu'il ferait une importante déclaration ce jeudi après-midi. Pour rappel, la Cour a validé la victoire d'Ali Bongo vendredi dernier en rejetant la requête de Jean Ping qui dénonce un déni de justice. La procureure de la Cour pénale internationale a annoncé ce jeudi qu'elle allait procéder à un examen préliminaire concernant la situation au Gabon, un pays divisé par des violences post-électorales qui ont engendré des morts et des arrestations par centaines. Cette annonce fait suite à la demande que lui a formulée le gouvernement gabonais le 21 septembre dernier de bien vouloir ouvrir sans délai une enquête. Le gouvernement gabonais faisait part de faits relevant de l'incitation à commettre le crime de génocide et le crime contre l'humanité qu'il attribue aux militants favorables au candidat d'opposition Jean Ping. Cet examen préliminaire de la situation permettra de déterminer si les critères imposés pour l'ouverture d'une enquête sont réunis. Toujours ce jeudi, l'opposant et ancien cacique du régime Jean Ping, qui se déclare le président élu depuis le scrutin du 27 août, a réaffirmé qu'il ne reconnaîtrait pas le pouvoir d'Ali Bongo, officiellement investi mardi dernier pour un second septennat et désormais favorable à un gouvernement d'ouverture. L'élection présidentielle au Gabon est désormais due passer suite à l'ingérence des pays européens dont la crise post-électorale de ce pays. Les acteurs politiques camerounais se prononcent. En ligne de mire, la méthode d'ingérence du gouvernement français dans cette crise. Je pense qu'il faut savoir distinguer la France-Afrique du gouvernement français officiel.
Je crois que c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que nous venons de vivre quelque chose au Gabon qui nous prouve à souhait qu'il y a une France-Afrique et il y a un gouvernement français. Il y a le peuple français. Donc quand on mélange tout ça, ça crée de l'amalgame. Je pense qu'aujourd'hui, la défaite du candidat pratiquement officiel de la France est une étape décisive dans la lutte que les Africains doivent mener pour en finir avec le système néocolonial. J'espère, nous les patriotes africains, nous espérons vivement que Ali Bongo prendra la mesure de ce qui est arrivé. Écoutez, la France doit savoir que elle est dans un concert des nations où tous les États se valent. Le Gabon, pas plus que le Cameroun, n'est une colonie. Et la France doit, à l'avenir, je le souhaite en tout cas, s'abstenir de donner des leçons de démocratie au Gabon. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, les travaux du dialogue national reprendront ce vendredi. Et ce, après la suspension du forum suite aux émeutes des 19 et 20 septembre à Kinshasa. La frange de l'opposition, menée par Vital Kamerhe, qui avait suspendu sa participation au dialogue, a promis d'être présente à la reprise du forum. L'Église catholique, quant à elle, maintient sa mesure de suspension et ne participera donc pas à la reprise du dialogue. La Constitution interdit au président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001, de ne pas se représenter à la fin de son mandat. Mais il ne donne aucun signe de vouloir quitter son poste. Pour lui, signifier son préavis à 3 mois de la fin de son mandat, des manifestations ont été organisées. Ces manifestations ont dégénéré et 49 personnes ont perdu la vie selon l'ONU. Au Mali, par contre, pour dénoncer la mauvaise gouvernance, 4 députés du Rassemblement pour le Mali ont quitté le parti au pouvoir. Ceci pour rejoindre ce jeudi les rangs de l'Alliance démocratique pour la paix, ADP, un parti ayant quitté la majorité en août. À la suite de cette défection des 4 députés, le RPM ne dispose plus que de 75 sièges sur 147 à l'Assemblée nationale. Les 4 députés, dont 2 élus à Bamako, un à Kati, près de la capitale, et un autre du sud du pays, affirment dans une déclaration commune que 3 ans après l'élection à la magistrature suprême du président Ibrahim Boubacar Keïta, le constat est amer. Affirmant par ailleurs que l'autorité de l'État SAP, les démissionnaires qui ont rejoint l'opposition regrettent l'absence de vision du gouvernement, notamment sur la question du chômage de la jeunesse. Au Darfour, dans l'ouest du Soudan, la guerre sévit. Amnesty International accuse les forces gouvernementales soudanaises d'avoir procédé cette année à plusieurs attaques chimiques. Ces dernières ont tué des civils d'après l'organisation. Amnesty International, dans son rapport publié jeudi, le dénonce. Au moins une trentaine d'attaques à l'arme chimique ont été perpétrées entre janvier et septembre au Darfour. Elles avaient pour cible des villages de la région du Djebel Mara. C'était dans le cadre d'une vaste campagne militaire contre les rebelles. Ce rapport d'Amnesty, épais d'une centaine de pages, comprend des images d'enfants souffrant de brûlures chimiques, des extraits d'entretien avec plus de 200 survivants et des analyses d'experts en armes chimiques. En ce qui concerne les armes chimiques, nous avons des preuves crédibles que des attaques à l'arme chimique ont eu lieu. Ce qu'il faut réellement et ce qu'Amnesty demande, c'est une enquête indépendante au Darfour pour que nous puissions récolter des preuves physiques, des échantillons biologiques et pour qu'un test soit effectué par des experts pour montrer que des armes chimiques ont été utilisées. Les symptômes varient en fonction des attaques et cela me fait dire qu'il est probable que plus d'une substance chimique ait été utilisée et que les substances ont pu être mélangées ou utilisées à des moments différents lors de différentes attaques. Maintenant que nous avons vu des preuves crédibles de l'utilisation d'armes chimiques, cela montre la cruauté du gouvernement soudanais sur les populations civiles à tout un autre niveau. L'ONG assure que les forces gouvernementales ont également procédé à des bombardements sur les civils, des meurtres illégaux d'hommes, de femmes et d'enfants, ainsi que des rapts et viols de femmes dans le Djebel Mara. Omar El-Béchir, réclamé par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide commis dans cette région, avait solennellement annoncé début septembre que la paix était revenue au Darfour.
Ce journal se poursuit au Bénin. L'université d'Abomey-Calavi abrite durant 3 jours une rencontre des scientifiques. Le colloque a pour terme risques et catastrophes climatiques, vulnérabilité et adaptation en Afrique de l'Ouest. Une occasion de rendre hommage aux professeurs Michel Bokor et Fulgence Afouda. Le présent colloque qui se tient à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin rassemble la crème des acteurs du domaine de la climatologie, de l'environnement et de l'agroclimatologie de l'Afrique de l'Ouest. Axé sur les risques et catastrophes climatiques, ce rendez-vous du donner et du recevoir est organisé dans le but de rendre hommage aux pères fondateurs de la climatologie béninoise, les professeurs Michel Bokor et Fulgence Afouda. Longtemps, on a fondé le développement durable sur la rationalité technique, estimant que la science et la technique étaient des vecteurs suffisants de prospérité. Mais en réalité, aucun gage de société épanouie n'est fondé s'il ne tient dans la tête d'un homme équilibré, d'un homme sage, d'un homme perspicace et social. Autant de vertus et même de prérogatives que l'on reconnaît à ces hommes, Michel Bokor et Fulgence Afouda, que nous célébrons aujourd'hui. Pour leur contribution à la lutte contre les changements climatiques, les 2 professeurs émérites ont été élevés à leur juste valeur, couverts d'éloges. Merci. Vous me permettrez enfin qu'il me soit permis de remercier ma chère épouse et qui s'appelle Françoise, sans la complicité de qui rien de tout ce qui a été dit n'aurait jamais été possible. Françoise, merci pour ta patience et pour ta compréhension. Merci à tous. Je tiens à vous dire un grand merci et que Dieu m'aide à avoir d'autres occasions de vous servir. Parlons santé pour finir cette édition. En Haïti, pour lutter contre l'épidémie de choléra qui sévit, une mobilisation d'urgence de 181 millions de dollars est nécessaire. C'est ce qu'a déclaré un haut responsable des Nations Unies ce jeudi. À peu près le même montant sera mobilisé en faveur des victimes de la maladie et de leurs familles. En Haïti, il urge de financer la réponse au choléra parce que les cas ont augmenté de 30% par rapport à l'année dernière. C'est ce qu'a expliqué David Nabarro, conseiller spécial pour le développement durable, dans un entretien. Ce dernier est chargé de la négociation avec le gouvernement haïtien et les donateurs. L'Organisation des Nations Unies, en la personne de son secrétaire général Ban Ki-moon, prévoit un programme d'aide directe en faveur des victimes et de leurs familles. Selon le docteur Nabarro, l'ONU s'est fixé pour objectif de mobiliser 181 millions de dollars sur 3 ans. Mais Ban Ki-moon n'a pas précisé la manière dont ces aides seraient réparties, ni le nombre de personnes qui en bénéficieraient. Les discussions étant toujours en cours sur le mécanisme exact. Le secrétaire général de l'ONU annoncera l'ensemble des mesures prises à la fin du mois d'octobre. Rappelons que le choléra a touché plus de 700 000 personnes depuis le déclenchement de l'épidémie en octobre 2010 et près de 10 000 en sont mortes. On recense toujours plus de 500 cas chaque semaine. À la mi-août, l'ONU a pour la première fois reconnu son implication dans le foyer initial de l'épidémie. Selon des experts indépendants, la maladie a été introduite en Haïti par des casques bleus népalais de la mission de l'ONU en Haïti. C'était là le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi.